Mais non, je te laisse pas tomber. J'aime bien faire des trucs avec toi, mais je pense que on peut faire les choses séparément de temps en temps. Oui, je sais, la science, je suis allée voir un petit peu ailleurs, mais ça nous empêche pas de continuer à travailler ensemble quand même de temps en temps. Enfin, voilà, tu fais tes trucs, je fais mes trucs, de temps en temps on se retrouve. Et puis, en ce moment, c'est plutôt l'histoire qui m'intéresse. C'est les vieilles pierres, les légendes, les contes. Enfin, tu vois, quoi. Tu m'écoutes? Donc Jean-Pierre Cornefaux, je suis propriétaire du château et accessoirement guide. Donc je vous propose de vous présenter ce château construit au XIIe siècle. Il est aujourd'hui le château fort le mieux conservé en Franche-Comté. Pour construire un château, dans la région, c'est assez simple. On va d'abord choisir l'emplacement idéal. On s'installe ici sur le bord d'un plateau, enfin plateau qui forme l'essentiel du relief de la Haute-Saône d'ailleurs. Une pente naturelle côté nord va sur une défense naturelle. Les bonnes terres sont juste au pied, c'est important, facile à surveiller et facile de rentrer les récoltes parce qu'on n'est malgré tout pas trop perché. On va commencer aussi par creuser un puits. L'eau, c'est essentiel. Pour être sûr que ce puits est parfaitement alimenté et que donc on peut enfin construire un château autour du puits. Pas d'eau, pas de château. Aurécourt est un château fort à double enceinte, donc un plan de château fort tout à fait traditionnel. Une première cour que nous venons de traverser, la cour de ferme, en fait la basse-cour, qui est l'unité économique du lieu et qui est aussi la protection de l'entrée de cette deuxième cour où nous sommes, la cour d'habitation, la haute cour, en fait le château fort proprement dit. Cette cour d'habitation est encore complètement fermée par ces murs d'enceinte d'origine. C'est un lieu où on vient se protéger et dans cette cour, des bâtiments d'habitation à l'origine tout autour de la cour qui permettaient d'héberger tous les habitants du château et de protéger en cas de problème tous les habitants du fief. Le château étant le lieu de protection des habitants. Le seigneur lui-même étant plus ou moins responsable de la vie des habitants de son fief et devait rendre compte à son seigneur et maître, le comte de Bourgogne. Le mur d'enceinte est encore à sa hauteur d'origine, ne manque que le parapet de protection qui protégeait les gens qui se promenaient sur ce chemin de ronde. L'essentiel de la défense étant justement ces chemins de ronde et des tours carrées très hautes qui permettaient aussi de guetter très loin. Si on imagine que nous sommes au XIIe siècle, nous sommes ici à l'extérieur du château. D'ailleurs, on reconnaît ce gros appareillage ocre jaune qui forme la base des murs d'enceinte. Et au XIIIe siècle, on va rajouter hors les murs du château un nouveau bâtiment. Bâtiment dans lequel on a aussi installé des latrines. Latrine, c'est le terme militaire qui désigne les toilettes. C'est dans l'épaisseur du mur, c'est évacué directement dans le fossé, là où personne n'a rien à faire, plutôt côté nord-ouest, parce que dès qu'il pleut, le pied des murs est parfaitement lessivé. C'est à l'opposé du portail d'entrée pour ne pas incommoder les visiteurs, et c'est souvent le plus haut possible perché dans les murs, parce qu'il est arrivé bien souvent dans ces châteaux forts très primitifs, qu'on les attaque en se faisant accompagner de quelques enfants de 6-7 ans, qu'on hissait le long du mur depuis l'extérieur jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer dans le château par le trou des latrines. Et dès qu'ils étaient arrivés à 3 ou 4 dans la cour, ils allaient tranquillement ouvrir la grande porte. Mieux que le cheval de Troie, c'est terminé. Château Gaillard, le plus gros château fort de France, celui de Richard Cœur de Lion, est tombé de cette manière, dit-on, grâce à 3 enfants de 7 ans. Cette machine est l'apogée de l'artillerie lourde à la fin du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle un trébuchet. Dans sa taille normale, elle est 3 à 4 fois plus importante et tout de même capable d'envoyer des boulets de pierre de plus de 100 kg à plus de 200 mètres.
En 7 à 8 tirs, on est capable d'ouvrir une brèche dans un mur d'1,50 m d'épaisseur. Donc en une journée, c'est réglé. Le but, il est toujours le même, peu importe le moyen, c'est de pénétrer au plus vite dans le château et de piller tout ce qu'il a de plus précieux, souvent le contenu des caves. Et ce type de machine a bien entendu été utilisé contre le château au vu des boulets qu'on rencontre lors de la visite. Lors d'une attaque ou d'une menace sur le fief, toute la population est obligée de venir se réfugier dans les murs du château. Ce n'est pas un droit, c'est une obligation. Ils vont donc trouver beaucoup de sécurité derrière des murs très solides, très épais, de quoi manger parce que ce sont eux qui préalablement ont rempli toutes les caves du château, de quoi boire avec citerne et puits, donc un siège peut commencer. Et les hommes valides vont aussi monter sur les chemins de ronde et ce sont en fait la plupart du temps les paysans qui vont assurer l'essentiel de la défense dans une telle place. Donc dire que les paysans viennent se réfugier dans la basse-cour, que la haute-cour est réservée aux nobles, non, pour les besoins de la défense, je pense que les gens naviguent d'une cour à l'autre, l'essentiel étant de rester bien protégés derrière les murs. Donc le puits, c'est un peu le centre du château, sans eau, il n'y a pas de vie possible. D'ailleurs, au Moyen-Âge, les besoins en eau sont importants. Si on est enfermé dans ce château à l'abri de personnes pas très sympas à l'extérieur, l'eau va devenir très importante. D'autant que le nombre de personnes qui peuvent venir se réfugier ici, ça peut être de l'ordre de 200, 250. Une vache ou un cheval, c'est 100 litres d'eau par jour en été. On a aussi des jardins arrosés dans les cours de château, beaucoup de jardins pour planter, plantes médicinales, plantes aromatiques. Le jardin est aussi parfaitement entretenu, vous rajoutez un peu d'hygiène, un peu de cuisine, et ça vous donne une personne à chaque bout de ce treuil à tourner les manivelles à longueur de journée. Le puits étant creusé jusqu'à 22,50 m de profondeur dans une nappe phréatique. Si la nappe est douteuse, on a aussi donc des citernes qui sont remplies avec de l'eau de pluie, donc des approvisionnements très différents, ce qui permet de normalement ne jamais manquer d'eau. Si l'eau commence à poser problème, un trébuchet à l'extérieur qui balancerait quelques charognes, on protège le puits, souvent par des couvercles, on le met dans un endroit plutôt abrité, et si vraiment il y a un doute au niveau de la qualité de l'eau, on peut ajouter du vin dans l'eau ou boire carrément du vin. Rassurez-vous, ce n'est pas des vins extraordinaires, c'est souvent des piquettes qui font 5-6 degrés, il ne faut pas trop les transporter, mieux vaut rester assis pour les boire et y rajouter un peu de miel ou quelques épices si on veut les trouver agréables et pouvoir les conserver. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypocrase et dont tous les gens raffolent dans les fêtes médiévales. Le puits a été vidé il y a une vingtaine d'années. On a ressorti du fond du puits avec une association locale 40 mètres cubes de cochonnerie et tout au fond on a trouvé un véritable trésor. De l'eau potable, beaucoup de tessons de poterie qui ont permis de reconstituer des pièces de vaisselle très intéressantes, y compris du XVe siècle, d'où l'intérêt de rouvrir la chapelle et de créer un petit musée dans le château. Le seau du puits a été retrouvé également au fond, une seille de bois cerclée de métal en parfait état parce qu'en permanence dans la nappe phréatique, chaînes, manivelles, tout était tombé en désuétude, certainement du XVIIIe siècle, et nous permet aujourd'hui de comprendre qu'il s'agissait d'un système typiquement bourguignon qu'on appelle un monte et descend, donc avec un double système de poulies sur ces fourches qui permettaient de remonter plus ou moins vite l'eau du fond du puits suivant qu'on était un ou deux à tourner les manivelles. Dès qu'on a franchi la porte d'entrée de la haute cour, toute cette façade derrière moi, c'était la chapelle. Cette chapelle va s'écrouler par manque d'entretien du toit vers 1730. Tout s'écroule, y compris la voûte. Et très vite, on va refaire 4 pièces d'habitation, d'où ces 4 fenêtres fin 18e. On a même démoli le contrefort pour récupérer la pierre de taille, d'où cet arrachement un peu inquiétant. En fait, le souhait aujourd'hui de l'association qui donne le coup de main à la restauration du château, les Amis d'Horicourt, ce serait de réouvrir cette chapelle au public en réouvrant cette porte murée qu'on devine ici derrière moi, refaire un perron, un sol et rentrer en toute sécurité. À l'intérieur, de nombreux éléments rappellent la chapelle, donc des culots qui soutenaient les départs de croisées d'ogives, des arcs, l'hôtel est entier ou presque, la piscine est intacte, et rien que pour ça, ça mérite de la rendre visitable. Et à l'intérieur, comme ça n'est plus un lieu de culte, on pourrait mettre plein de vitrines et exposer tout un tas de petits objets retrouvés au fur et à mesure de certains travaux qui montreraient un peu le quotidien des habitants du secteur à cette époque de la fin du Moyen-Âge. Notre projet est aujourd'hui à peu près ficelé, sauf que depuis quelques années, on a privilégié la conservation des murs d'enceinte, où il y avait évidemment un peu plus d'urgence. Donc on espère que d'ici 2 à 3 ans, cette chapelle sera
enfin ouverte au public. Ce pigeonnier est terminé vers 1690. C'est le deuxième pigeonnier connu du château et comme le précédent, on va le retrouver à nouveau à l'extérieur et au milieu d'un jardin potager. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle à cette époque un colombier à pied, c'est-à-dire un colombier hors les murs du château et accessible de plein pied, d'où ce nom. C'est le summum et seul un seigneur ayant droit de haute justice, donc seigneur territorial très important, peut édifier un tel bâtiment. Ça va aussi permettre, juste en observant le pigeonnier, en fait, en fonction de sa taille et de son allure, de pouvoir très vite déterminer la puissance du seigneur en place, au niveau juridique, administratif, voire même ajuster son comportement en fonction de tout ça. L'autre symbole, c'est le nombre de nids. Plus le seigneur possède de terres labourées, plus il a de nids. S'il achète des terres, il peut même construire des nids supplémentaires. S'il vend des terres, il sera quelquefois tenu de murer ou démolir l'équivalent. C'est très strict. Les pigeons, les élèves pour les manger, c'est une source de revenus tout à fait intéressante. Un couple de pigeons peut avoir 2 petits, 3 quelquefois, mais ça jusqu'à 8-10 fois dans une année si on s'en occupe correctement. La machine bizarre à l'étage, c'est le carrousel ou échelle tournante, qui va donc permettre, en la poussant tout simplement, de tourner tout autour du bâtiment. Elle va passer à ras des nids, d'où ce nom de carrousel. Et il suffira de la stopper, cette échelle devant le nid qu'on souhaite visiter, pour compter, nettoyer. Et dès qu'un petit pigeon sort la tête du nid et veut commencer à voler, il a environ 3 semaines à 1 mois, quick, avec les petits pois du jardin. D'où l'expression « au saut du nid ». Il est gros, gras et tendre. Un pigeon qui vole, c'est un pigeon qui est musclé, maigri et impossible à cuire. Concernant les pigeons voyageurs, ça existe au Moyen-Âge, c'est attesté pendant les croisades. Généralement, on va prélever des couples de pigeons dans le pigeonnier, toujours par couple. On va les enfermer dans une cage tout près du donjon, donc très centrale et facile à observer de toutes parts. Ils vont très vite s'habituer, faire des petits. Et lorsqu'on part en voyage, on emmène avec soi des pigeons adultes ayant des petits. C'est simple, ils en ont presque toujours. Si vous avez le moindre petit souci en cours de route, il suffit de lâcher quelques pigeons avec des messages. Et la seule chose qu'ils sauront faire, vos braves pigeons, c'est revenir le plus vite possible voir leurs petits et leurs compagnes, y compris à plusieurs centaines de kilomètres. Dès qu'ils arrivent devant la cage, ils attendent qu'on ouvre et on a vite compris qu'on avait alors un nouveau message. Donc système de communication tout à fait intéressant, mais évidemment très marginal par rapport à l'élevage massif pour la viande. Ce pigeonnier va fonctionner 100 ans seulement, 1690-1789. À la Révolution française, c'est un des premiers droits seigneuriaux définitivement abolis. Le logis seigneurial primitif était le donjon. Il était dans le cœur de ce bâtiment, donjon qui était à cheval sur la courtine intermédiaire entre la basse-cour et la haute-cour, donc qui contrôlait parfaitement l'ensemble du château et dominait les terres agricoles au pied. Nous sommes ici au pied du donjon, bâtiment rectangulaire qui mesure 17 mètres par 10, donc très logeable. L'accès aux appartements se faisait par des échelles qu'on pouvait retirer en cas de problème, pour sécuriser le lieu. Et au XVe siècle, ce donjon est abandonné en tant que résidence principale. On va construire un nouveau logis, c'est Nicolas Rollin, c'est le milieu du XVe siècle. Et on va donc rajouter des galeries par devant les anciennes façades, ce qui va rendre tous les anciens bâtiments du château, dans toute cette aile, faciles d'accès, confortables. Et chaque pièce deviendra totalement indépendante par l'intermédiaire de cette galerie. On arrive aux différents niveaux de ces galeries par une viorbe. Donc en Franche-Comté, c'est une tourelle qui contient un grand escalier à vis. Et donc sans trop de frais, une maison enfin confortable et accueillante. D'ailleurs, si vous poussez la moindre porte d'hôtel particulier dans une ville de la région, vous retrouverez souvent ce même agencement avec des galeries extérieures et des tourelles d'escalier. Donc c'est une tour habitée, tour servant d'habitation, comme on a souvent, comme on a l'habitude de le décrire au Moyen-Âge. Et à la fin du Moyen-Âge, le château n'étant plus trop capable de protéger qui que ce soit face à une attaque, on ne va plus se protéger dans un donjon, mal pratique, difficile d'accès, sombre, inconfortable. On a vraiment envie d'autre chose. On est là au XVe siècle et on va faire un nouveau logis, lui beaucoup plus confortable, accessible de plein pied,
avec des volumes beaucoup plus importants, ça n'est plus voûté, c'est plafonné à la française, des cheminées à tous les étages. Et puis on va surtout inventer ces fameuses croisées à meneaux. On va faire en fait de très grandes fenêtres qu'on va couper en 4 par une croix de pierre pour les renforcer et ainsi avoir une lumière tout à fait intéressante, chose nouvelle à cette époque. Au début du XVIIIe siècle, ce logis va s'écrouler, certainement suite à un début d'incendie. Il est dans cet état de ruine depuis cette époque. Il sera complètement abandonné et on va reconstruire un nouveau logis seigneurial, début XVIIIe, sur la cour de ferme. La belle façade classique qui vous accueille dans la première cour sera réinstallée dans ce qui était le donjon, déjà passablement abîmé et transformé au XVe siècle. Et cette cour ici, du coup, va perdre son rôle d'habitation principale, le logis principal ayant disparu, va devenir une gigantesque dépendance de ferme. Tout sera plein à craquer de personnel, de récoltes, quelquefois même de bétail. Et c'est cet aspect agricole qui va sauver le lieu, utile, donc entretenu et respecté en tant qu'outil de travail. Aujourd'hui, le château d'Horicourt est le château fort le mieux conservé en Franche-Comté. Vous pouvez le visiter librement ou avec un guide. D'ailleurs, M. Cornevaux est un guide vraiment super. Merci beaucoup à lui de nous avoir donné un petit échantillon de ce bout d'histoire. Si vous êtes dans le coin, vraiment, venez y faire un tour, ça vaut le coup. On se retrouve très certainement dans quelques années pour voir enfin la chapelle restaurée. D'ailleurs, ils sont en recherche de mécénat pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc si vous pouvez et voulez mettre votre pierre à l'édifice, et bien surtout n'hésitez pas. Voilà, j'ai passé le message. T'es là toi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades et bien plus encore.